Ce survol d'une demi-heure aura permis au président de la République, après la visite du quartier rénové de la rue de Brest, que nous survolons maintenant, de prendre la mesure des réalisations de la capitale bretonne. À une population en pleine croissance, 98 000 habitants il y a 32 ans, le double aujourd'hui, correspond une soif de savoir. Pour la satisfaire, des efforts d'implantation scolaire et universitaire énormes ont été accomplis. Ici, le complexe scientifique de Beaulieu. Mais ces efforts conjugués de la ville et de l'État, il faut les poursuivre au rythme des besoins, ici comme partout en Bretagne. Second impératif, le logement. Voici les ensembles de Maurepas. La superficie urbanisée de l'agglomération rennaise est passée de 2200 habitants en 1954 à 3500 habitants en 1968. En 3 ans, 25 500 logements ont été construits. Tandis que s'achève au nord de la ville une ZUP de 5000 logements, une deuxième au sud comptera à son achèvement 12 000 logements, dont certains sont déjà habités. L'histoire du Blône est très intéressante parce qu'elle est très représentative de l'évolution de la ville de Rennes. Le Blône, au départ, ne s'appelait pas le Blône. Il s'appelait, pour les contemporains, la ZUP, la zone à urbaniser en priorité. Et comme vous le savez, le Blône, c'était le nom d'un modeste ruisseau. Il fallait construire, il fallait accueillir. Pourquoi ? Parce que c'était l'expansion de l'industrialisation de la ville de Rennes, c'était l'arrivée de populations extérieures à la ville de Rennes qu'il fallait accueillir. Donc il faut construire avec, si possible, une certaine qualité, tout en étant obligé à l'époque de construire assez vite. 90 000 habitants en 1939, 180 000 à l'heure actuelle. Une population dont 35% environ a aujourd'hui moins de 30 ans. La tâche était lourde et rude, les problèmes étaient nombreux, il leur fallait des solutions, les Rennais les ont trouvées, en ont du moins trouvé un certain nombre, avec bien entendu l'efficace participation des pouvoirs publics, sans lesquels rien n'était possible. Plus de 24 000 logements ont été construits. Cette construction du Blône, elle est due en grande partie aux maçons, aux plâtriers, aux menuisiers, qui sont venus d'ailleurs et qui sont venus de l'étranger. Je viens en France pour travailler. Je viens en contrat. Et j'ai été payé de Maroc jusqu'ici. Ici. Je suis arrivé à Rennes en 1973. Je suis arrivé en touriste. Et je suis du sud du Maroc, donc de Ouarzazate. Et donc je suis arrivé en 73 ici. Et puis je suis là, je suis toujours à Rennes et je suis rennais. Et je pars au Maroc pour les vacances uniquement une fois tous les ans. Eh bien, je suis venu en France pour étudier. Pour une formation, j'étais détaché et puis envoyé par la Tunisie pour une formation et retourné en Tunisie pour former des personnes. Je suis arrivé à l'âge de 15 ans, c'est-à-dire dans les années 72, fin 72. Donc c'est mes parents qui m'ont ramené à l'époque. Je termine le doctorat en médecine en septembre 1971. À Ploupin. Et les Khmers rouges commencent déjà à attaquer à l'époque. J'arrivais de Mostaganem, à 20 km d'Oran. Je suis née à Mostaganem. Donc le départ a été très difficile parce que c'était pas prévu, maman ne voulait pas partir, pensant que ça allait s'arranger et qu'on pouvait rester. Donc moi, je suis partie par force, parce qu'autrement, j'étais mariée à un musulman, un voisin d'en face. Donc, sous 24 heures, je suis partie. Et maman, 3 semaines après, elle avait un commerce et une maison. Et pareil, elle a trouvé sous sa porte un matin, quand elle s'est levée, un papier comme quoi il fallait qu'elle parte, qu'il lui donnait 24 heures pour partir, parce qu'il voulait la maison et l'appartement. Donc mon arrivée s'est passée, c'était une nuit, j'avais 6 ans, et donc quelque chose de tout à fait normal, quoi. Bon. C'était un long voyage pour quelqu'un qui n'avait jamais voyagé avant. Train, bateau, train, traverser plusieurs pays.
Je suis restée 5 jours au port d'Oran pour avoir une place, avec plein de gens, évidemment. Tout le port était rempli de personnes assises sur des valises, avec des enfants qui pleuraient. Depuis des jours et des jours, on passait comme ça. C'était chacun son tour. Dès qu'il y avait des places, eh ben, on nous bourrait comme des animaux, quoi, en fait. Quand je suis arrivé au mois de décembre. Comme je suis parti, j'ai quitté le Maroc, il faisait trop chaud, il faisait beau, donc je suis arrivé à ici. Comme je suis arrivé ici, j'ai pleuré pour retourner chez moi. Quand j'ai vu le temps, comme j'ai vu ce temps, j'ai vu ce froid, j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré, j'ai dit, si c'est ça la France, c'est pas la peine, quoi. Alors là, je vais vous dire que pour moi, ça a été très très dur. C'était l'année, d'ailleurs, tout le monde se rappellera, c'était l'année où on avait beaucoup de verglas et de neige. Et figurez-vous que je ne savais pas ce que c'était le verglas. Je me suis retrouvée sur les genoux, jusqu'en bas de la place de la mairie. Nous, la neige, on la connaissait que par carte postale. La violence de la guerre qui prend de proportions de jour en jour, le gouvernement a décidé d'envoyer les intellectuels en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, pour faire en réserve d'intellectuels. Franchissement de frontières dans les conditions les plus périlleuses, des heures de marche dans les forêts, un climat malsain, beaucoup n'en réchapperont pas. Pour ceux qui réussissent dans cette odyssée, il s'agit d'abord le plus souvent de rejoindre la Thaïlande. Puis il faut obtenir le billet d'avion et le visa d'un pays d'accueil. Pour beaucoup, ce pays d'accueil, ce sera la France. Pourquoi la France ? Parce que la tradition de terre d'asile reste vivace à l'intérieur de l'Hexagone. Et puis la colonisation française dans le sud-est asiatique a donné à certains une bonne dose de culture française. Je comprends très bien l'arrivée, cette rupture fantastique qui peut être vécue par quelqu'un qui vient du Maroc, qui vient de l'Algérie, qui vient de la Turquie, par exemple. Et je pense notamment aux Kurdes de Turquie. Eh bien, il est important que toutes ces personnes-là puissent cohabiter, coexister, vivre ensemble. Vous êtes arrivé en France à quelle époque ? En 1956, au mois de novembre. Et maintenant, vous êtes complètement intégré ? Oui, pour le moment, oui. C'est-à-dire, je suis toujours intégré. Ça fait 14 ans que je suis en France, je suis marié. Je me suis installé ici maintenant en France. Je reste toujours en France. Vous n'avez jamais ressenti aucun racisme ? Non. Si, au début, un tout petit peu, pendant vraiment 56, c'était des événements à ce moment-là, vous comprenez ? Vous vous plaisez ici ? Pour le moment, oui, on est bien là. Les gosses, tout ça, la famille est là, on est bien là. Les Français les accueillent à bras ouverts et les abritent. Que demander de plus ? Quant aux immigrés, vous venez de voir leurs conditions de vie. Habitués à courber l'échine, ils se contentent de ce qu'on veut bien leur donner et se disent malgré tout heureux. Une question se pose pourtant. Dans notre civilisation qui se veut avancée, peut-on encore abaisser des hommes de cette manière ? Monsieur, pourquoi employez-vous des travailleurs étrangers ? Bien, nous employons des travailleurs étrangers parce que nous avons un manque sur le territoire français de main-d'œuvre. Comment expliquez-vous justement ce manque de travailleurs français ? Bien sûr, l'œuvre étrangère prend du travail aux Français, ça c'est sûr, ça, il n'y a pas de problème. Ce sont des gens qui suivent l'entreprise surtout. Oui, ils suivent l'entreprise parce qu'on est une entreprise quand même qui se déplace, qui fait pas mal d'entraînement, de déplacement. Et il y en a qui sont venus du Maroc, on a fait des chantiers au Maroc, qui sont descendus en France avec eux. Et les Français ne veulent pas justement se déplacer ? Non, parce que vous savez, quand ils ont leur petite maison en France et tout ça, aller en étranger, c'est quand même pas intéressant. Parce que vivre comme ils vivent, nous, le Français, on aime bien le confort quand même, je crois. Ah oui, parce qu'eux, ils vivent dans des situations dans des inconfortables. Et tout ça, c'est quand même pas la même mode de vie, quoi. Dans les quartiers, c'est ce qu'ils disent, les bruits et les odeurs. Ils ne connaissent pas le culture de l'autre. Donc c'est la méfiance de ces gens qui sont mis... moi j'appelle pas ça du racisme, parce que le racisme il existe partout, que ce soit anti-blanc ou anti-noir, ça existe partout. Mais c'est une méfiance et c'est vraiment le rejet de l'autre.
À 2h du matin, ils nous ont mis une bombe. Ils ont tagué, ils ont mis une petite bombe artisanale et on s'est déplacé pour voir ce qui s'est passé à 2h du matin. C'est que vraiment c'était la méfiance ils ont confondu entre islamisation du quartier, le quartier il est devenu musulman, le quartier. C'était vraiment choquant quand on a j'ai vu des élus et moi-même on était blême, on était jaune quand on a vu ça et on s'est déplacé. C'était vraiment, c'est le manque de tolérance dont je parlais tout à l'heure. Oh, monsieur, à l'éducation, il promène son chien, sans laisse. Et puis le chien me menace. Une fois, il appelle le chien qui retourne, et le chien recharge. Encore de nouveau, 2 ou 3 fois comme ça. J'ai dit, ayez l'amabilité d'attraper votre chien. Il a répondu, mon chien ne se promène pas dans votre pays. Quand j'ai présidé l'association Bosnie-Monténégro ici au quartier, et j'avais de tout là-dedans, j'avais des gens du Front National qui étaient là, et puis ils n'aimaient pas, puis ils ont adhéré à l'association. Puis un jour, elle me dit, la dame, elle me dit, moi j'aime pas les Arabes. Je dis, madame, je suis arabe. Elle me dit, non, monsieur, vous êtes tunisien. Alors, pour vous montrer l'ignorance des gens, c'est qu'ils confondent entre l'arabe, l'immigré, le tunisien, le marocain. Pendant 6-7 mois, c'était très très dur à s'exprimer, de dire ce qu'on veut. C'est comme en fait on parle à quelqu'un qui a pas de langue, qui est un muet en fait. Oui, la langue, parce qu'au fait je parlais le français mais très très mal, parce que étant donné qu'on parlait couramment l'espagnol et l'arabe, parce qu'il faut admettre que nous on vivait avec les Arabes. Et c'est pour ça que notre départ a été très très difficile. Donc quand il m'a mis à l'école, en fait, c'est comme on m'expliquait comment parler en breton en fait. Je comprenais rien que dalle. Donc du coup en fait, c'est avec le temps que, en travaillant avec les gens, c'est-à-dire la communauté française et tout ça, en fait, j'ai réussi à petit à petit à maîtriser un peu le français, faire de la lecture, faire des stages de formation et ainsi de suite. Mon premier patron a été très très super. Il m'a pris sous condition de m'apprendre un petit peu le français. Moi, quand je suis arrivé en tant qu'immigré marocain. Donc, quand on quitte un pays, il y a ce rapport avec ce pays, c'est comme on quitte une mer. Donc, il y avait un rapport très fort avec le Maroc qui, au fil du temps, s'est dilué. Ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, quand j'ai à parler de mon identité, j'ai une identité extérieure qui fait de moi marocain, ma couleur de peau, ce que je suis. Mais intérieurement, je pense français, je réfléchis français, je mange français. Donc intérieurement, je suis français. Donc il y a qu'on peut parler d'une ambiguïté qui n'en est pas une. J'ai d'extérieur, je suis marocain, mais d'intérieur, je suis français. Et puis, ce n'est pas parce que vous arrivez au Blône que vous devez aussi oublier vos origines. L'immigré en lui-même, quand il est arrivé tout immigré, moi j'ai eu le privilège de connaître des gens qui sont arrivés ici dans l'idée de construire et de repartir avec le famille, ce qu'on appelle une immigration transitoire. C'est qu'ils sont venus ici pour construire au bled, comme ils disent, et rentrer. Or, à maintes reprises, je leur explique que quand les enfants ils seront nés ici, ils ne pourront pas vivre là-bas. Mais qu'est-ce que tu veux, on a fait des enfants ici, on a grandi ici. Si tu veux m'avais y passer plus que là-bas, tu peux pas laisser les enfants, tu pars. Et c'est tout. Non, comme je vous disais, en fait, on est étranger là-bas et on est étranger ici, malheureusement. Parce que c'est vrai que quand on y va là-bas, en fait, c'est-à-dire ce qui va se passer, les gens, la communauté marocaine, quand il va là-bas, en fait, ce qui se passe, ils augmentent les prix. Les gens qui partent en vacances, donc les prix ils montent en flèche et du coup en fait on est les commissaires en fait, ils disent que c'est notre faute que les choses augmentent. Donc c'est vrai que on est étranger ici malheureusement et ici aussi.
Donc il y a eu cette coupure. Et ces gens-là, pourquoi que ils sont enfermés sur eux-mêmes, ils font pas de sortie, ils restent à l'écart, ils s'intègrent pas, ils sont restés à l'écart de cette intégration. On leur a créé des petites associations où on était à la menthe, machin. Ils n'étaient pas ouverts. On a réussi, dans les années 80, on a commencé à réussir à mélanger les communautés entre elles-mêmes. On a créé pas mal d'associations. Et le dynamisme de la ville de Rennes qui a donné cette facilité d'intégrer et de communiquer avec des forces vives du quartier qui ont travaillé sur ces projets. Et on a mélangé toutes ces communautés, cette interculturalité qui a pour moi, c'est une richesse et pour la France et pour les immigrés. L'histoire de la baraque, en fait, si vous voulez, c'est comment dirais-je, pour nous, c'est un lieu de repère, en fait, et pour les gens extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est perdu ou quelqu'un qui cherche une adresse, que ce soit algérien, tunisien ou marocain, en fait, ils savent la baraque où elle est, en fait. Alors, donc, le but... 676 mètres carrés d'emprise dans le square de Sétubal, une construction légère entourée d'arbres et de parkings. C'est ainsi que se présente la maquette et les plans du centre culturel islamique. Vous savez, Rennes a une vieille habitude d'accueillir des étrangers. Pensez au nombre d'étudiants étrangers, par exemple, qui se trouvent à l'université, de quelque origine qu'ils soient. D'autre part, il est évident qu'il y a depuis longtemps des travailleurs étrangers à Rennes. Je pense par exemple aux Portugais, bon, les Maghrébins aussi. Il y a aussi des communautés de l'Asie du Sud-Est. Je ne vois pas pourquoi Rennes faillirait tout à coup à sa tradition d'hospitalité. Le 28 avril 80, le conseil municipal, à l'unanimité, décide la construction en Sud d'un centre culturel islamique pour répondre aux besoins de la communauté musulmane qui compte 3000 personnes à Rennes. L'annonce de cette décision va provoquer une série de réactions. Dans le quartier d'abord, négatives. Une association de résidents va même se créer pour obtenir l'annulation de la décision municipale. Les copropriétaires, officiellement, craignent que la présence de cet édifice dans le quartier ne fasse perdre de la valeur à leurs appartements. Et à ce moment-là, on avait une opposition de la ville qui ne voulait pas de centre ici. Où beaucoup de gens qui ont des maisons actuellement, qui ont des maisons autour, qui essayent de vendre leurs biens parce qu'ils ne veulent pas un centre. Parce qu'ils ne connaissent pas les cultures musulmanes, ils ne connaissent pas les gens, comment ils vont fréquenter, de quelle façon et comment. Et puis, grâce à nos efforts et aux efforts des anciens, bien sûr, ils ont fait beaucoup, que la communauté non musulmane a accepté les conditions de vie et puis des musulmans. Ils connaissent un tout petit peu. Finalement, le tribunal administratif, saisi par l'association de résidents, jugera légale l'édification du centre. C'est une politique. C'est une politique que les musulmans ont toujours. On a monté une association interreligieuse où toutes les religions se rencontrent et se discutent. Alors, avec l'interreligieux, là, on se réunit, puis nos amis musulmans, nos amis chrétiens, catholiques, protestants, juifs, bouddhistes, ils nous découvrent peu à peu. Et on les invite de temps en temps à venir manger avec nous. Eux-mêmes, ils nous invitent de temps en temps d'y aller chez eux. C'est de cette façon-là qu'on a essayé de connaître tout le monde et que tout le monde nous connaisse. Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'écho de plaintes, de contestations de la part des gens. Est-ce qu'il y a dialogue déjà? Non, il n'y a pas un dialogue. Bon, il ne faut peut-être pas précipiter les choses, il faut attendre. C'est un travail de longue haleine. C'est à nous d'aller faire des démarches pour les contacter. Les gars-là, ils disent que notre pays est en guerre. Notre pays est menacé d'extinction. Il faut faire un mouvement politique. Tandis que moi, je dis que non, si vous faites le mouvement politique, personne ne vous écoute. Il faut faire un mouvement culturel. Et j'ai créé l'archive
l'association Khmer d'Ille-et-Vilaine. Et puis l'association Khmer d'Ille-et-Vilaine fonctionne pendant plus de 20 ans. On a développé, on a connu à travers la France et à travers le monde. Bon, ça me plaît bien d'être à Rennes, en Bretagne. J'aime bien les Bretons. Et mes enfants, j'ai 3 ou 4 enfants qui sont nés à Rennes, ici en Bretagne. J'ai à moitié breton, à moitié marocain. Et tout va bien, j'ai jamais de problème. Comme je dis, j'ai réussi la vie de mes enfants, qui est ingénieur aérospatial. Ouais, donc voilà. Donc j'en ai une qui est juriste dans le droit civil et une autre qui est infirmière. Et j'ai un enfant qui est technicien en dépannage industriel. Donc vous voyez, moi je pense que le but des gens en fait, c'est-à-dire choisir en fait l'endroit où il fait bon vivre et en même temps d'élever ses enfants à sa façon. Moi je pense ça. Pour clore, je voudrais vous dédier une pensée d'Aimé Césaire. Aimé Césaire disait ceci: « Ma race, c'est l'humanité, ma religion, c'est la fraternité. » J'ai trouvé que ces mots d'Aimé Césaire étaient d'une actualité et d'un avenir exceptionnel. Les anciens, comme ils disent, malgré que j'ai repris mon bâton de pèlerin pour reprendre encore et retransmettre ce que j'ai eu avant, retransmettre aux générations futures, ce qui m'a vraiment fait plaisir récemment, c'est de voir les jeunes qui ont repris le flambeau et le bâton de témoin pour continuer sur ce qu'on a voulu faire. Et ça m'a vraiment enchanté, ça m'a fait plaisir. Je vois la relève. Et puis il y en a un qui m'a dit, il a reçu ça de son père, quand on boit du puits, il faut savoir qui c'est qui l'a creusé. Le bouddhisme est une religion humaniste, sans dogme, sans chose à croire et sans Dieu. C'est l'homme. L'homme est l'être le plus élevé. Et c'est pour ça que quand l'homme arrive à maîtriser son esprit, il maîtrise sa destinée. Quelqu'un, quand il est venu là, pourquoi tu es venu là? Ou il y a en France, il est parti à chez nous, pourquoi tu es venu là? Non. Je crois, sinon le Dieu, non, qu'est-ce qu'il a dit? La terre, elle est ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière dans le Dieu, non. Où tu te trouves vive, tu es vive. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les carocans et les carocans. Toi qui m'as donné du feu quand les corocans et les corocans, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un peu de bois, mais il m'avait chauffé le corps. Et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie.